Donc merci beaucoup. Merci pour cette présentation et merci pour l'invitation. C'est vraiment un honneur de venir ici et c'est aussi, et c'est important, un plaisir. Donc merci beaucoup. Je vais vous parler de ces travaux où il s'agit de détecter des bactéries pathogènes en utilisant ou en leurrant leur métabolisme. On a entendu là beaucoup de choses, beaucoup de travaux intéressants réunis dans ce cours, donc c'est un peu difficile d'enchaîner, mais je vais vous montrer nos travaux où on a un point de vue peut-être légèrement différent de ce qui a été présenté par le professeur Fontcave, où il s'agit pour nous pas forcément d'utiliser le vivant ou ici les bactéries pour produire des molécules, mais d'utiliser des molécules et des approches chimiques pour aller observer le vivant ou observer ces molécules. Bien sûr, ce n'est pas orthogonal à ce qui vient d'être présenté, mais le point de vue est peut-être pas tout à fait le même. Puisqu'on est au mois d'avril, je n'ai pas pu résister à l'envie de vous montrer ce poisson. Donc ce poisson qui est là, il n'est pas là juste par hasard, il est là pour représenter le chimiste, ou le chimiste de synthèse que je suis. Je vais vous parler de biologie, mais je suis un chimiste de synthèse, je ne suis pas biologiste, donc tout ce que je dirai sur de la biologie, ça sera un peu naïf, un peu simpliste, ça sera ma vision de la biologie. Donc s'il y a des biologistes dans la salle, il faudra me pardonner. Mais donc ça, c'est un chimiste de synthèse qui, vous le voyez, nage dans un océan un peu isolé et qui va peut-être remonter un peu vers la surface et se rendre compte que autour, il y a des choses intéressantes. Il y a notamment, par exemple, des interfaces. Ici, on pourrait imaginer que ça représente une interface, l'interface entre la chimie et la biologie, puisque c'est ce dont je vais parler, mais d'autres interfaces sont intéressantes. Donc là, en s'adaptant un peu, ça demande de faire des efforts d'adaptation, ça demande d'adapter son périmètre, son contour, son langage aussi, je reviendrai sur cet aspect-là, pour pouvoir communiquer avec l'autre partenaire, pour pouvoir avancer et, je le disais, potentiellement faire ou trouver des choses intéressantes. Je vais vous parler d'un domaine qu'on appelle la chemical biology en anglais. Chemical biology, c'est un domaine que je vais pas vraiment essayer de définir parce que c'est pas facile. Les gens qui font de la chemical biology n'arrivent pas vraiment à le définir, donc je n'ai pas l'ambition moi d'y arriver. Mais on va en parler un petit peu. Et c'est aussi un domaine qu'on a du mal à traduire. Vous voyez, c'est un nom et un adjectif, c'est difficile à traduire. En français, ça ferait biologie chimique, mais ça passe pas bien, c'est pas bien compris, c'est pas accepté. Donc on reste avec le terme anglais de chemical biology. On a proposé chémobiologie qui va peut-être s'installer. On a un peu du mal à traduire ça, et je vous le disais, on a du mal à définir le domaine. Donc ce journal qui s'appelle Nature Chemical Biology, un certain nombre de journaux sont apparus qui traitent de ce domaine, a interrogé des gens qui travaillent dans cette spécialité, donc des chemical biologistes, pour leur demander comment ils définissaient le domaine. Voici quelques exemples. Là, c'est l'exemple de Caroline Bertozzi. Caroline Bertozzi, c'est un des acteurs majeurs en chemical biology. Elle était à Berkeley, elle a déménagé récemment à Stanford. Et donc, elle considère que c'est en gros un domaine de recherche dans lequel des concepts et des outils de chimie et de biologie vont interagir de manière synergique à la poursuite ou en direction de nouvelles découvertes ou technologies. Donc il y a plusieurs mots qui me semblent importants ici, bien sûr chimie et biologie, les concepts et les outils, ça c'est un mot qui reviendra souvent, le mot d'outil, il a été utilisé aussi dans le cours qui précédait. Bien sûr cette idée de synergie, c'est ce que je voulais dire aussi sur la diapo précédente avec le poisson et l'oiseau, c'est l'idée qu'en combinant ça on peut faire des choses nouvelles. Bien sûr, de nouvelles découvertes, et puis il y a cet aspect technologie, cet aspect un peu appliqué, qui est toujours sous-jacent dans le domaine. Une autre définition, peut-être un peu plus précise, la chemical biology, c'est le domaine de recherche, le domaine de la science dans lequel opèrent les chemical biologistes. Et puis une autre, alors par Jennifer Precher, qui est une des élèves de Caroline Bertozzi. Vous voyez quand même qu'on a des difficultés. Si un jour vous avez une définition, vous pouvez lui dire, elle sera contente. Je vais arrêter avec ces définitions, j'en ai une dernière, qui ne vient pas de cet article dans Nature Chemical Biology, mais qui utilise ce mot de langage qui me semble important et que j'évoquais tout à l'heure.
Là, il s'agit de décoder les mystères de la biologie humaine. Moi, je pense qu'on peut aller au-delà et s'intéresser au vivant. La biologie humaine est bien sûr un enjeu important. Le vivant en général peut permettre d'avancer dans la biologie humaine. Donc il s'agit d'aller essayer d'interroger le vivant avec des outils, un langage et des concepts qui sont ceux de la chimie. C'est l'une des définitions, l'une des possibilités. Encore une fois, il y en a beaucoup d'autres. Donc, en quelque sorte, on va partir du réacteur classique qu'utilise le chimiste, en tout cas à l'échelle du laboratoire de recherche, qui est le ballon à fond rond. C'est là-dedans que, dans mon laboratoire, on travaille classiquement, dans les autres aussi, pour aller vers de la chimie sur le vivant ou sur les objets du vivant. Ici, c'est une protéine. Donc, bien sûr, il y a tout un domaine de bioconjugaison, de modification de protéines, modification de biomolécules, donc chimie sur des biomolécules. Et puis, on va essayer d'aller au-delà. On va essayer de faire de la chimie dans une cellule ou sur une cellule. Et donc là, le réacteur devient la cellule ou l'environnement cellulaire. Bien sûr, ça impose un certain nombre de contraintes. Il va falloir respecter cette cellule et il va falloir fonctionner, donc utiliser une chimie qui soit capable de fonctionner dans les conditions particulières du point de vue du chimiste, que représente le milieu biologique. Et puis l'idée à terme, c'est d'aller vers de la chimie sur des organismes vivants ou au sein d'organismes vivants. Bien sûr, pas juste pour s'amuser à faire ça, mais parce qu'il y a derrière l'idée que ça pourrait être un moyen soit de diagnostiquer, soit de traiter certaines pathologies. Donc je vais me reconcentrer sur le sujet de la présentation, qui va être les bactéries vivantes et la détection de bactéries vivantes. Pourquoi s'intéresser aux bactéries? Pourquoi s'intéresser aux bactéries vivantes? Les bactéries, parce que dans certains cas, ce sont des pathogènes majeurs. Et vivantes, parce que bien sûr, si on veut détecter un pathogène ou la présence d'un pathogène, le caractère vivant est une information importante. Une bactérie morte pose un enjeu ou un danger ou un risque nettement moins important qu'une bactérie vivante, a priori. Donc on va s'intéresser à la détection de ces micro-organismes pathogènes dans le cas où ils sont vivants. Donc cet aspect de viabilité est important. Et je ne sais pas si c'est un souvenir qui est récent, qui est toujours présent dans la tête de tout le monde, mais c'est un épisode relativement récent, qui date d'il y a 5 ans, qui est un épisode de poussée épidémique en Europe d'infection à Escherichia coli. Une souche d'Escherichia coli fortement pathogène qui conduisait dans un certain nombre de cas à des insuffisances rénales. C'est apparu essentiellement en Allemagne, donc au printemps 2011 en Allemagne. Il y a eu un certain nombre de cas, vous voyez que plus de 4000 personnes ont été infectées et 75-76 en sont décédés. C'est un épisode où il y a eu quelques cas en France aussi, dans la région de Bordeaux. Et pendant des semaines, les médias nous ont dit que le responsable de cet épisode épidémique, c'était le concombre importé d'Espagne, le concombre espagnol. Donc bien sûr, en Espagne, on fait pousser des légumes, notamment des concombres. Ces concombres étaient censés être infectés, en tout cas certains d'entre eux, infectés par la bactérie. On importe le concombre et on le consomme. Souvent, le concombre, on le consomme sans le faire cuire, parfois sans le peler, peut-être pas toujours bien rincé. Donc voilà. Donc des tonnes de concombres ont été jetées. Si le concombre est suspect, les tomates, les salades, tout ce qu'on va manger cru aussi. Donc des tonnes de légumes ont été jetés. Donc bien sûr, il y a un impact sanitaire important de cet épisode, il y a un impact économique aussi important pour les producteurs espagnols qui donc ont dû souffrir de ça, de l'élimination de ces concombres, pour qu'au bout de quelques semaines ou mois, finalement, on se rende compte que ça n'avait rien à voir avec le concombre, rien à voir avec l'Espagne. Il s'agissait de graines d'une légumineuse qu'on appelle le fenugrec, qui avait été importée d'Égypte. Ces graines-là étaient contaminées, on les avait mises à germer sur un milieu un peu humide, bien sûr, pour qu'elles germent, et ajoutées à des salades ou des soupes pour décorer. Et donc, pendant la germination, les bactéries s'étaient développées et l'infection venait de là. Donc, je vous ai dit que ce que j'allais discuter, c'était la biologie du point de vue naïf du chimiste de synthèse. Une question qui se pose là, ou qui peut se poser, c'est pourquoi faut-il des semaines pour détecter la présence ou non d'une bactérie pathogène à la surface d'un concombre? Pourquoi, pendant tout ce temps, on n'a pas été capable de dire oui ou non? C'est de là que vient le problème.
Cette diapo-là, bon, je rappelle juste un peu l'épisode et la distribution, la localisation des cas. Je reviens à la question que je posais, pourquoi ou comment fait-on, du coup, pour détecter la présence d'une bactérie pathogène dans un échantillon? Bon, la plupart d'entre vous connaissent peut-être la réponse. Hein, c'est des technologies qui ont été inventées il y a déjà quelque temps par ces deux acteurs. Louis Pasteur avait montré qu'on pouvait, en utilisant un milieu adapté, milieu nutritif adapté, cultiver des bactéries. Le bacille du charbon pouvait être cultivé dans le sang du mouton qui était l'animal infecté par ce bacille. Seulement la culture en milieu liquide, eh ben, ça permet bien sûr de cultiver la bactérie, mais si on a plusieurs bactéries qui se développent dans le milieu, on ne peut pas les séparer, on ne peut pas avoir des cultures pures. Robert Koch, donc en Allemagne, avait eu l'idée de puiser dans une cuisine, de rajouter de l'agar-agar dans le milieu liquide pour le rendre solide, pour le gélifier. Et donc maintenant, si on dépose un échantillon qui contient potentiellement des bactéries sur ce milieu solide, on va voir des colonies apparaître, des taches, je vais vous en montrer. Et donc chaque colonie est supposée être issue d'une bactérie unique qui était présente au début et qui était vivante puisqu'elle était capable de se diviser au travers d'un grand nombre de générations pour arriver jusqu'au stade colonie. Donc la méthode classique pour détecter la présence de bactéries vivantes, c'est ça, donc sur un milieu, sur une boîte de pétri, sur un milieu nutritif losé, gélifié, on va déposer l'échantillon et puis après incubation un certain temps, on va observer les colonies. À chaque fois qu'il y a une colonie, on va en déduire qu'à cet endroit-là, il y avait une bactérie vivante. Donc on peut compter les colonies, donc compter les bactéries vivantes, c'est les CFU, les Colony Forming Units, ou les UFC, les unités formant colonies, dont il a déjà été question. Donc ça fonctionne. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir une idée de ce qu'on cherche, parce que le milieu va être adapté à chaque bactérie, il faut avoir une idée de ce qu'on cherche. Et puis ça prend un certain temps. Alors pour Escherichia coli, ça prend 2 jours, ça n'explique pas les mois ou les semaines qu'il a fallu, mais ça prend déjà 2 jours. Et pour d'autres bactéries, ça peut prendre plus longtemps. Je vous parlerai de Legionella pneumophila, il faut 10 à 15 jours pour faire ça sur Legionella pneumophila, parce que c'est une bactérie à division lente. Donc les gens ont cherché des méthodes plus rapides pour détecter les bactéries et surtout pour détecter ce caractère viable des bactéries, cette notion de viabilité. Donc ce que j'ai présenté là, c'est les CFU. On va observer la capacité à former une colonie. Et en utilisant des outils qui sont basés sur... enfin, je vais vous en présenter quelques-uns. En utilisant différents outils, on va pouvoir essayer de simplifier le processus, de réduire le temps qu'il faut pour détecter ce caractère ou cette viabilité, en faisant des approximations, puisque la définition de la viabilité, c'est la capacité à former une unité. On va utiliser un antibiotique dans une approche qu'on appelle DVC, Direct Viable Count. On va utiliser un antibiotique qui bloque la division bactérienne, mais qui ne bloque pas la croissance. Donc les bactéries vont se mettre à croître et donc s'allonger, mais ne sont plus capables de se diviser. Donc ce qu'on va pouvoir observer, c'est les bactéries qui s'allongent. Et donc on mesure la capacité à croître. Au microscope, on va voir que certaines bactéries seront allongées, on va en déduire qu'elles étaient vivantes, qu'elles le sont toujours, elles ne sont plus capables de se diviser, mais on peut compter celles qui sont vivantes et celles qui ne s'allongent pas, on va considérer qu'elles sont mortes. Une autre approche, basée sur une simplification encore plus grande, c'est CV6. On va s'intéresser ici à l'activité métabolique. Alors CV6, c'est un nom commercial, mais en gros, l'idée, c'est qu'on va utiliser une molécule profluorescente, un profluorophore. Une molécule qui ne fluoresce pas, mais qui, sous l'effet d'une activité métabolique, ici une activité estérase, donc l'hydrolyse d'un ester, on va libérer un phénol qui est en fait le phénol de la fluorescéine. On va faire réapparaître une fluorescence et on va pouvoir mesurer cette fluorescence. Donc ça, c'est basé sur l'idée que si la bactérie est métaboliquement active, elle est vivante. C'est une approximation parce qu'on peut bien imaginer, on sait qu'on peut sortir des enzymes de bactéries et garder ces activités enzymatiques. Donc ce n'est pas parce qu'une bactérie meurt que cette activité estérase va disparaître. CTC, c'est des approches qui sont utilisées de manière assez générale, même chez les eucaryotes. C'est basé sur l'observation de la respiration, ici cellulaire. Le milieu cellulaire est réducteur, et donc on va utiliser des sels de tétrazolium qui, une fois réduits, vont précipiter, donner un composé fluorescent ou coloré. Donc on va ici considérer que si la bactérie est morte, elle ne respire plus, et qu'elle perd ce caractère réducteur. Ou petit à petit, elle perd ce caractère réducteur. Et puis des approches, on va
de simplification en simplification, on va se dire qu'on va pouvoir mesurer l'intégrité membranaire. Une bactérie vivante a une membrane qui est relativement imperméable ou peu perméable à un certain nombre de composés. Quand elle meurt, elle va perdre l'intégrité de cette membrane et la membrane va devenir plus perméable. Donc là, ce sont des tests commerciaux aussi qui sont basés sur l'utilisation d'un fluorophore vert qui, lui, est capable de pénétrer dans les bactéries vivantes ou mortes et qui va s'allumer au contact des acides nucléiques, donc qui va s'allumer à l'intérieur de la bactérie. Donc on va voir en vert les bactéries vivantes. Et par contre, un autre fluorophore, lui rouge, est censé ne pas rentrer dans la bactérie. Par contre, il rentre quand la membrane est devenue poreuse. Donc si la bactérie est rouge, c'est qu'elle est morte. Donc ça, c'est des tests qui sont utilisables. Je vous ai dit que tous sont basés sur des approximations. On s'est demandé si on ne pouvait pas développer une autre approche, un peu du même type que celle-là, mais basée sur une vision beaucoup plus complexe d'un métabolisme. Et là, je reviens où on observe, où on regarde dans les livres, dans la littérature, quelle est la structure de l'enveloppe des bactéries, pour pouvoir aller plus loin. Donc en gros, vous savez peut-être qu'il y a, pour simplifier là encore, deux grandes familles de bactéries, les bactéries à gram positif, les bactéries à gram négatif, selon la façon dont elles se comportent dans un test de coloration inventé par M. Gram. Les bactéries à gram positif possèdent une membrane qui est la membrane bactérienne, une bicouche lipidique, et autour de cette membrane, un polymère réticulé assez dense, assez épais, qu'on appelle le peptidoglycane. Donc ce sont des chaînes polysaccharidiques réticulées par des ponts peptidiques, et c'est ça qui assure l'intégrité de la bactérie. Bien sûr, à l'intérieur de la bactérie, il y a de la pression osmotique, enfin, il y a de la concentration de différents composés, donc il y a de la pression osmotique. S'il n'y a pas quelque chose qui permet de maintenir l'intégrité, elle éclate. C'est d'ailleurs ce peptidoglycane qui est la cible de beaucoup d'antibactériens ou d'antibiotiques. Chez les bactéries à gram négatif, ce peptidoglycane est beaucoup plus fin, et il y a une seconde membrane, qu'on va appeler la membrane externe, l'autre devient la membrane interne. Et cette membrane externe est composée de deux feuillets, bien sûr, le feuillet interne, le feuillet externe, et le feuillet externe d'une molécule qu'on appelle lipopolysaccharide. Ce n'est pas forcément lisible ici. Lipopolysaccharide, j'y reviendrai un certain nombre de fois. C'est la structure qu'on a essayé de cibler. On s'est demandé si on pouvait cibler ces lipopolysaccharides en utilisant une approche qui a été développée notamment par l'équipe de Caroline Bertozzi. Il y a d'autres acteurs dans le domaine, mais Caroline Bertozzi, dont je parlais tout à l'heure, est sans doute l'acteur principal, qu'on appelle le marquage métabolique de glycane ou l'ingénierie métabolique d'oligosaccharides. L'idée ici, ça va être d'utiliser un monosaccharide, donc un sucre, qu'on a modifié. La première étape, c'est d'identifier un sucre dont on sait qu'il est présent à la surface de la cellule qui nous intéresse. On veut observer une cellule, on veut visualiser une cellule, donc on va cibler un sucre qui est présent à la surface, et on va le modifier chimiquement pour introduire ce qu'on appelle un rapporteur chimique, ou une fonction rapportrice bioorthogonale. Bioorthogonale parce qu'on espère qu'il ne va rien lui arriver dans le milieu biologique, qu'elle ne sera pas transformée. On considère que si tout se passe bien, ce monosaccharide va être capable d'entrer dans la cellule et que là, il va être confondu avec le monosaccharide naturel ou endogène par la voie de biosynthèse, par la voie d'incorporation du sucre dans les oligosaccharides qu'on appelle donc les glycanes. Donc ici, potentiellement, toute une série d'enzymes vont transformer ce composé, l'introduire dans des oligosaccharides, et ensuite ces oligosaccharides vont être transportés à la surface, donc présentés à la surface, et notre modification biologique ici va se retrouver à la surface de la cellule. Donc encore une fois, ça impose l'entrée, la métabolisation et le transport des glycanes de l'intérieur vers l'extérieur, et on a fait l'hypothèse que ça, c'était un bon test de viabilité. Si une bactérie était capable d'accepter un sucre modifié, de le métaboliser via un processus métabolique beaucoup plus compliqué que simplement l'activité estérase dont je parlais tout à l'heure, et ensuite de transporter ces oligosaccharides modifiés de l'intérieur à l'extérieur, c'était une bonne indication du fait qu'elle était vivante. Donc je vais revenir un petit peu sur les aspects qui sont là. Cette modification bioorthogonale, on peut nous chimiquement la détecter par une ligation, une réaction qu'on va elle-même qualifier de bioorthogonale, c'est-à-dire une réaction entre deux espèces qui n'existent pas dans le vivant et qui, chacune d'entre elles, ne réagissent pas avec les molécules et dans les conditions du vivant, mais qui peuvent réagir l'une avec l'autre. Donc ça m'amène à parler très brièvement de chimie clique. Je suppose que c'est quelque chose que beaucoup connaissent déjà. Je vais en parler très rapidement.
et je vais la mettre en relation, en rapport avec la chimie non-clique, ou la chimie de synthèse classique. Bien sûr, la chimie de synthèse, c'est un domaine très vaste. Et là, je vais me concentrer sur un aspect qui est la synthèse totale de substances naturelles. C'est un domaine très actif, qui a été très actif et qui est toujours très actif, où l'enjeu est d'essayer de synthétiser des molécules naturelles de plus en plus complexes. Le chimiste essaie de montrer qu'il est capable de reproduire les molécules que la nature synthétise. La première synthèse totale, synthèse de l'urée, ça doit être Wöhler en 1828, je crois. On s'intéresse aujourd'hui, ou certains labos s'intéressent à synthétiser des molécules beaucoup plus complexes. Mycotoxine, c'est peut-être une des cibles les plus complexes à adresser aujourd'hui. Il faut des dizaines, voire des centaines d'années-chercheurs pour pouvoir produire ou synthétiser artificiellement ou dans le laboratoire ce genre de molécules. À ma connaissance, elle n'est pas encore obtenue. C'est une toxine d'origine marine. Et l'enjeu là, c'est de montrer qu'on y arrive, montrer qu'on peut faire aussi bien que la nature ou faire aussi complexe que la nature. Ce n'est pas le seul enjeu, je caricature un peu. Bien sûr, si on sait synthétiser ça, on sait synthétiser des analogues, on sait synthétiser des outils pour aller étudier le mode d'action. Et ça peut conduire à des développements importants. On sait aussi peut-être simplifier les structures ensuite pour garder l'activité sans avoir besoin d'une molécule aussi complexe. L'idée derrière la chimie clique, qui a été proposée au début du siècle par Barry Sharpless avec ses collègues Kolb et Finn, c'était que peut-être on pouvait raisonner différemment et puiser un autre type d'inspiration dans la nature. La nature, quand elle veut préparer des molécules complexes telles que des macromolécules, va utiliser de la chimie qu'elle maîtrise bien pour assembler des blocs de construction. Donc va assembler, par exemple, des nucléotides pour former des oligonucléotides en faisant des ponts phosphodiester qu'elle sait faire de manière très efficace. Le lien amide ou peptidique, elle sait très bien aussi l'introduire, donc elle va pouvoir faire des protéines en assemblant des petits blocs de construction. Et puis, elle maîtrise bien la liaison glycosidique et donc peut préparer des oligosaccharides de manière efficace. Donc, un certain nombre de modules qu'on va assembler par une chimie efficace. Et la chimie qui est efficace dans les mains du chimiste de synthèse, ce n'est pas forcément la même que celle que la nature maîtrise bien. Donc, peut-être qu'on peut simplement développer des outils très efficaces pour assembler des blocs. Et donc, c'est l'idée derrière la chimie clique, essayer de faire réagir de manière très efficace des éléments de construction, donc identifier ces approches de connexion-là, qui souvent passeront par l'idée de connecter des blocs carbonés via des hétéroatomes. Et là, on sépare l'aspect structure de l'aspect fonction. En synthèse totale, on essaie de reproduire la structure d'une molécule. Ici, on va plus s'intéresser à la fonction d'une molécule qu'à la structure même de ce composé. Donc, je vais passer un peu sur tous ces concepts-là, enfin, toutes ces idées-là qui font la base du concept de chimie clique. Ça rejoint un peu certains des aspects de la chimie verte qui a elle aussi été évoquée tout à l'heure, notamment des sous-produits inoffensifs, des purifications simples, etc. Très vite, une réaction est apparue comme étant le prototype de cette chimie clique, c'est cette réaction-là. Donc on connaissait depuis le milieu du XXe siècle cette cycloaddition de Huisgen entre un azoture et un alcyne terminal. C'est une réaction thermique, donc si on mélange ces deux constituants et qu'on chauffe, on va former cette structure qu'on appelle un triazole. Et ce triazole va connecter donc R et R'. En fait, on forme deux triazoles, on forme un mélange à peu près équimolaire de ces deux composés qui sont deux régioisomères. Mais dans les deux cas, on a connecté R et R', et c'est ça qui nous intéresse du point de vue de la chimie de conjugaison dont je veux parler. Ce qui a été développé au début du XXe siècle, c'est cette approche cuprocatalysée. C'est la découverte, donc en rajoutant du cuivre 1 dans le milieu, on pouvait fortement accélérer cette réaction. On n'a plus besoin de chauffer. Elle devient régiosélective. En fait, ce n'est plus exactement la même réaction, ce n'est plus le même mécanisme. Donc elle devient complètement régiosélective ou spécifique. On n'obtient que cet isomère. Et elle est très tolérante de beaucoup de choses. Elle fonctionne en milieu aqueux, elle fonctionne en présence de beaucoup d'autres composés, etc. Et donc elle a connu un développement énorme en 15 ans. Tout ça donc autour de cette idée qu'il fallait rajouter du cuivre 1. Donc, le cuivre 1, ce n'est pas forcément anodin, ce n'est pas très soluble en milieu aqueux, ce n'est pas très stable, etc. J'y reviendrai, mais c'est un moyen d'accélérer fortement cette réaction. L'autre concept important ici, c'est la chimie bioorthogonale. J'ai évoqué ça tout à l'heure. Je reviens à Caroline Bertozzi, qui joue un rôle très important dans le développement et la popularisation de cette chimie bioorthogonale. C'est l'idée donc qu'on va pouvoir, dans un milieu biologique complexe,
faire réagir de manière très propre et très spécifique deux entités qu'on aura rajoutées. Donc dans un océan de fonctionnalités, dans un océan de groupes réactifs, de sels, etc., qu'on peut rencontrer dans un milieu biologique, ici on va avoir un groupe azoture et un groupe alcyne, ce n'est pas tout à fait le même que celui que je vous ai dessiné tout à l'heure, mais j'y reviendrai, qui vont réagir ensemble de manière très propre. Et là, donc, cette réaction est réapparue dans ce contexte-là. Donc je reviens sur ce schéma. C'est là que cette chimie bio-orthogonale va nous intéresser. Et donc nous, on va essayer d'appliquer ça aux bactéries et aux lipopolysaccharides, qui sont ces structures que je décrivais comme recouvrant la bactérie à gram négatif. Voici une vue de lipopolysaccharide. Il y a une partie lipidique qu'on va appeler le lipida, qui est ancré dans la membrane, qui forme la membrane. Un cœur oligosaccharidique qui est relativement conservé d'une souche à l'autre. Et puis une partie beaucoup plus variable qu'on appelle l'antigène O, ou l'antigène O spécifique, qui va beaucoup varier donc d'une bactérie à l'autre, d'une souche à l'autre. On s'est demandé si on pouvait cibler la partie oligo- ou polysaccharidique de ce lipopolysaccharide. Voici une autre vue de lipopolysaccharide d'une bactérie Escherichia coli. Donc là, c'est Escherichia coli classique de laboratoire, non pathogène, on l'appelle K12. Il est non pathogène et il ne possède pas d'antigène O. Par contre, on constate que dans cette structure-là, il y a un sucre assez spécifique qu'on va appeler le KDO, qui se trouve ici. Il y a 2 copies du KDO dans ce lipopolysaccharide. C'est un sucre à 8 carbones, avec une fonction acide carboxylique ou carboxylate, et qui fait la jonction entre la partie lipidique, le lipida, et le reste de l'oligosaccharide. Il est essentiel, il est présent chez toutes les bactéries à gram négatif. Je reviendrai peut-être sur cette affirmation. Et il n'est présent que chez les bactéries à gram négatif. Là aussi, je reviendrai peut-être sur cette affirmation. En tout cas, donc ça semble être une cible intéressante. On s'est demandé si on pouvait le modifier ici en bout de chaîne. Donc ça, pour aller plus loin, il faut regarder ceci qui est, vous reconnaissez tous le plan du métro du Grand Paris. En fait, c'est plutôt une carte des voies métaboliques, et celles qui sont colorées sont celles qui sont actives chez Escherichia coli. Si on va zoomer là-haut sur la voie de biosynthèse des lipopolysaccharides. C'est ici, vous voyez le LPS ici, LPS pour lipopolysaccharides, le KDO ici. Et si on zoome encore un peu plus, on va voir en partant de la droite, je suis désolé, que le KDO, qui est ici, est biosynthétisé à partir d'un sucre à 5 carbones qu'on appelle l'arabinose, qui possède un groupe phosphate ici, donc c'est l'arabinose 5-phosphate. Condensation avec du phosphoénol pyruvate va conduire à 8 carbones, 5 plus 3. On obtient ici donc le KDO sous la forme de son 8-phosphate. Et puis, une phosphatase va libérer le KDO nu, le KDO non modifié, qui ensuite va être activé sous forme de CMP-KDO. Ça, c'est le donneur de KDO. C'est l'espèce qui va permettre de transférer le KDO sur la chaîne oligosaccharidique en cours de croissance. Ce qui nous intéresse ici, c'est que le KDO que je qualifiais de nu, non modifié, apparaît dans la voie de biosynthèse et qu'on peut espérer rentrer ici avec un analogue de KDO, un KDO qu'on aurait chimiquement modifié. Si on modifie cette position-là, avec un azoture par exemple, puisque je vous ai montré que l'azoture pouvait réagir spécifiquement avec l'alcyne, on peut espérer que ce KDO modifié soit activé sous forme d'un donneur de KDO modifié, et ensuite que le KDO modifié soit incorporé dans les glycanes. Si on modifie cette position-là aussi, on peut espérer que la phosphorylation ne soit pas possible, qu'on ne puisse pas repartir en arrière dans cette voie métabolique, et donc on ne puisse pas diffuser la modification dans d'autres voies métaboliques. Donc bien sûr, il faut faire de la synthèse pour préparer la molécule. On a utilisé une approche dite bio-inspirée, où on va faire la même opération, partir d'un sucre à 5 carbones qu'on va modifier. Donc il faut modifier l'arabinose. L'arabinose, c'est ce sucre qui existe essentiellement sous forme pyranose. Donc ça ne nous arrange pas, parce que nous, on veut isoler une position, qui est cette position primaire qu'on veut faire réagir. Donc le pyranose ici est en équilibre avec le furanose, mais cet équilibre est fortement en notre défaveur, en défaveur de cette forme-là. On arrive quand même à piéger un tout petit peu de cet alcool primaire sous forme d'un tosylate. On va ensuite acétyler les autres fonctions OH, déplacer ce tosylate par de l'azoture pour ensuite désacétyler et obtenir notre analogue d'arabinose avec une fonction azoture. Ensuite, le chimiste va faire comme la nature, va rajouter les 3 carbones. Pour le chimiste, c'est plus simple d'en rajouter 4. Donc on va partir de ce sucre à 5 carbones, on va en rajouter 4, et pour le chimiste, 5 plus 4 égale 8. Donc 5 plus 4 égale 9, mais on a une étape de décarboxylation, départ de CO2 qui permet de retomber à 8 et obtenir un analogue de KDO possédant cette fonction azoture. Avec ça, maintenant, on a en main un outil pour essayer de faire les manips de marquage.
sur bactéries. Donc encore une fois, l'idée c'est de cultiver ici Escherichia coli K12 de laboratoire en présence du sucre modifié qui est ici. Espérer que ce sucre soit capable de rentrer dans la bactérie et confondu avec le KDO que la bactérie produit elle-même. Donc si ça se passe bien, elle va introduire ce KDO modifié dans ses oligosaccharides, transporter ça à la surface et on va recouvrir la surface de la bactérie de fonction azoture. Dans un deuxième temps, on va rajouter tout un mélange pour faire la chimie clique. Je vous ai parlé de cuivre 1. Une manière relativement simple d'engendrer cette espèce cuivre 1, c'est d'utiliser du sulfate de cuivre, donc du cuivre 2, et puis de la vitamine C, de l'ascorbate de sodium, qui est un réducteur qui va réduire le cuivre 2 en cuivre 1. Cuivre 1, je vous le disais, ce n'est pas très stable, ce n'est pas très soluble, ça peut se dismuter, ça peut se réoxyder, etc. Donc on utilise un ligand ici qui est là pour complexer le cuivre 1 et le stabiliser, tout en permettant quand même la réaction. Donc là, c'est un ligand qu'on a développé sur la base de structures centrales déjà connues. On l'a rendu, nous, hydrosoluble en ajoutant ces 3 sucres. Et puis, on va utiliser un produit commercial ici, qui est une molécule fluorescente, on appelle ça Alexa 488, qui a été modifiée avec une fonction alcyne terminale. Azoture plus alcyne plus cuivre 1, si tout se passe bien, on va faire la clique. Et là, le triazole joue juste le rôle de connecteur. On a introduit notre fluorophore à la surface de la bactérie. Il est lié de manière covalente, il va y rester. Donc ça, c'était des schémas. Voici les manips réels. Vous avez ici 3 bactéries Escherichia coli cultivées en l'absence du sucre modifié. Ici, 3 bactéries Escherichia coli cultivées avec le sucre modifié. On rince l'excès de sucre, puisque bien sûr, il y a du sucre dans le milieu, avec la fonction azoture. On rince et on rajoute le click mix, le mélange pour faire la chimie clique. En 5 minutes, on voit apparaître une fluorescence à la surface de la bactérie. Une fluorescence bien localisée à la surface, comme on l'attend pour un marquage membranaire. Donc là, vous voyez, c'était 2012, 2011, 2012, on était assez content de ça. Donc bien sûr, on l'a publié. On avait testé d'autres bactéries. Ce que j'ai montré là, c'était Escherichia coli K12. Escherichia coli O86, c'est un autre colis qui lui est pathogène. Donc on change de laboratoire, hein, ce n'est plus les mêmes conditions de manipulation, mais ça peut se manipuler. Et on voit ici qu'on arrive bien à marquer Escherichia coli O86. Salmonella typhimurium, c'est aussi un pathogène responsable de salmonellose. Et puis Legionella pneumophila, un autre pathogène responsable de la légionellose ou maladie du légionnaire. En bas, vous avez Bacillus subtilis et Staphylocoque doré. Donc Bacillus subtilis, c'est le modèle des bactéries comme Escherichia coli pour les grammes négatifs. Bacillus subtilis, c'est le modèle pour les bactéries à grammes positifs. Et Staphylocoque doré, c'est un pathogène à grammes positifs. Chez les grammes positifs, il n'y a pas de KDO, donc on ne s'attend pas à avoir un marquage et on n'a pas de marquage. Il reste lui, là, qui est un petit peu bizarre. Chez Wanella oneidensis, c'est une bactérie à grammes négatifs qu'on ne marque pas. Et si on creuse un peu, on se rend compte que chez Wanella, tout le genre chez Wanella, a remplacé le KDO par une autre molécule. Il n'y a pas de KDO chez Wanella. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Toutes les grammes négatifs n'ont pas du KDO. Ici, c'est un dérivé du KDO, modifié justement sur la position 8, celle où nous, on a introduit notre modification. Et apparemment, notre sucre n'est pas incorporé. Donc voilà, bien sûr, on peut s'amuser, ça c'est des manips plus récentes, mais on peut s'amuser à modifier les fluorophores et donc changer les longueurs d'onde. Là, tout à l'heure, on était en microscopie à épifluorescence, là, on est en microscopie confocale, donc on visualise les choses de manière un peu différente, mais on peut accéder à toute une gamme de fluorophores pour avoir des outils variés selon ce qu'on veut faire. Donc là, j'ai passé pas mal de temps à vous parler de chimie bioorthogonale. Marc Fontcalf, tout à l'heure, vous a beaucoup parlé du fait que si on voulait utiliser un micro-organisme pour faire de la chimie, il fallait respecter ce micro-organisme, le maintenir en vie, si on a besoin qu'il soit en vie pour ce qu'on veut faire. Là, je vous ai dit qu'on utilisait du cuivre pour faire la chimie clique, et on en met pas mal. Donc on les a tuées, ces bactéries. On voulait détecter des bactéries vivantes, mais on les a tuées pour le faire. Ce n'est pas une catastrophe. Ce qui nous intéressait, c'était de savoir qu'elles étaient vivantes avant qu'on les tue. D'accord ? Donc elles étaient vivantes parce qu'elles ont incorporé le sucre. En tout cas, c'est l'hypothèse qui est faite. Ensuite, si pour détecter ça, on doit les tuer, ce n'est pas forcément un problème. Mais on peut vouloir, pour d'autres applications, garder les bactéries en vie. Là, on ne peut pas avec cette approche. Par contre, on peut faire de la chimie clique sans cuivre. Je vais parler encore une fois de Bertozzi, et avant elle, de Georg Wittig, donc un chimiste allemand, et, donc, qui est connu pour la réaction de Wittig, ce n'est pas ça dont je veux parler, il est connu aussi pour d'autres choses. Il s'était rendu compte avec Adolf Krebs, donc on est en 1961, que des alcynes cycliques, des alcynes contraints, introduits dans un cycle, un alcyne c'est linéaire normalement, ça veut être linéaire. Si on l'introduit dans un cycle de taille moyenne, tel qu'un cyclooctine,
on introduit une contrainte angulaire sur cette alcyne et ça augmente sa réactivité. Et donc ces deux auteurs avaient constaté que le cyclooctine réagissait spontanément avec un azoture, ici l'azoture de phényl, je crois, phénylazide, azoture de phényl, de manière décrite comme explosive. Donc on a une réaction spontanée et efficace. Et Caroline Bertozzi s'est dit que peut-être ça pouvait être exploité pour faire de la chimie de connexion, de ligation, de la chimie clique, sans utiliser le catalyseur au cuir. Et donc elle a développé le concept, depuis d'autres groupes se sont intéressés, et là je vous décris une molécule qui est commerciale maintenant, où on a un alcyne de ce type, un cyclooctine, et ici c'est un azacyclooctine, qui va réagir spontanément avec l'azoture, et là encore on va faire un triazole, comme je le décrivais tout à l'heure. On a un bras chargé négativement pour augmenter le caractère, enfin la solubilité en milieu aqueux et diminuer le caractère hydrophobe pour éviter d'avoir un ancrage non spécifique dans des membranes qui elles sont hydrophobes. Et ici une biotine dont on a largement parlé tout à l'heure. Et cette fois-ci, on va reconnaître cette biotine avec un anticorps antibiotine qui lui est fluorescent. Donc par rapport à tout à l'heure, on rajoute une étape. Donc, si tout se passe comme on le souhaite, on va pouvoir décorer la bactérie avec les azotures, faire réagir ces azotures avec ce cyclooctine, ça va décorer la bactérie avec la biotine. Et ensuite, avec un anticorps antibiotine fluorescent, on va reconnaître cette biotine. Et ça marche bien, ici sans le sucre, ici avec le sucre. Vous voyez qu'on a un beau marquage des bactéries à gram négatif. Seulement ça permet de les garder vivantes. On peut les remettre en culture, un peu comme le test de toxicité que vous aviez présenté tout à l'heure. On les remet en culture, elles se développent. Elles croissent de la même manière que les bactéries qui n'ont pas été traitées. Elles sont vivantes. Bien sûr, la fluorescence va être diluée, puisqu'on les a marquées à un moment. Si on les remet en culture, elles vont resynthétiser du lipopolysaccharide et diluer la fluorescence. On a voulu tester l'hypothèse initiale, qui était que c'était bien un test de viabilité. Ici, on va mélanger des bactéries mortes et des bactéries vivantes. Et pour visualiser ce qui se passe, on a coloré les bactéries mortes. En fait, on a utilisé des bactéries Escherichia coli qui expriment une protéine fluorescente rouge, la M-cherry, donc elles fluorescent dans le rouge. On les étuffe brièvement, ça les tue, mais elles ne perdent pas cette fluorescence rouge. Elles changent de forme, elles deviennent plus sphériques, elles fluorescent dans le rouge, et elles sont mortes. Bactéries Escherichia coli vivantes, qu'on va détecter comme tout à l'heure, donc en introduisant la biotine, enfin l'azoture via notre sucre modifié, la biotine, puis l'anticorps antibiotine qui fluoresce dans le verre. Et ça va nous permettre de montrer qu'en co-culture, en mélange, eh ben, on a deux populations bien distinctes. On a des bactéries rouges qui sont les bactéries mortes, on a des bactéries vertes qui sont les vivantes. On n'a pas de croisement, on n'a pas de bactéries qui soient à la fois rouges et vertes, on n'a pas marqué les mortes, on a bien marqué les vivantes. On a un tout petit peu de bactéries qui ne fluorescent plus du tout, qui ont perdu toute fluorescence. Mais le gros des populations sont soit mortes, soit vivantes, et ça on le voit. Un peu le même type de manip en présence de Bacillus subtilis, donc Escherichia coli, Bacillus subtilis, gramme moins, gramme plus. Ici, pour compléter un peu la lecture, le Bacillus subtilis fluoresce dans le verre. Il exprime une protéine fluorescente verte qu'on appelle la GFP. Et donc, on va utiliser un anticorps antibiotine rouge pour pouvoir les distinguer. Et là encore, donc co-culture, vous avez deux bactéries qui sont en bâtonnets. Vous voyez qu'entre ces trois bâtonnets-là, à l'œil, c'est un peu difficile de dire qui est Bacillus subtilis, qui est Escherichia coli. Seulement, sur ces trois, il y en a deux qui sont rouges, ce sont des Escherichia coli, enfin qui fluorescent dans le rouge, une qui fluoresce dans le vert, c'est un Bacillus subtilis. Il n'y a pas de vert et rouge, il n'y a pas de marquage par notre approche du Bacillus subtilis dans cette expérience en mélange. Donc à quoi ça peut bien servir, ou à quoi tout ceci peut-il bien servir, si on va aller vers des applications? Peut-être à résoudre en partie ce problème. Vous avez tous probablement été confrontés, au moins en théorie, à cette difficulté, qui est d'aller chercher une aiguille là-dedans. Différentes approches peuvent être envisagées, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a des suggestions. Il y en a une un peu plus agressive que l'autre. Souvent, ce qu'on me propose, c'est soit le feu, ça peut marcher, soit l'aimant. Donc l'aimant permet de récupérer la paille si on le souhaite. Là, on va encore une fois, donc on va utiliser cette approche-là, celle de l'aimant. On va encore une fois utiliser, c'est pas exactement la même vue, mais quasiment, cette interaction très très forte entre la biotine et la streptavidine, ou les avidines en général. Interaction non covalente, mais très très forte. Et on va pouvoir reconnaître la biotine avec une avidine. On peut acheter dans le commerce des billes magnétiques recouvertes de streptavidine. Vous voyez que ces billes magnétiques ici ont à peu près la taille d'une bactérie, à peu près de l'ordre du micron. Si on fait ce que j'ai décrit tout à l'heure, on incorpore notre sucre modifié à la bactérie, ensuite on introduit une biotine par chimie clique, on va recouvrir la bactérie de biotine. Si on a des billes recouvertes de streptavidine, les bactéries doivent se coller aux billes, en théorie.
Ensuite, on peut utiliser notre anticorps fluorescent pour visualiser ça, c'est-à-dire que toutes les biotines à la surface de la bactérie ne sont pas utilisées, donc on peut visualiser la bactérie, qui est bien collée aux billes quand elle a été cultivée en présence du sucre modifié. S'il n'y a pas eu le sucre modifié, la bactérie n'est pas collée aux billes. Donc les billes vont retenir la bactérie. Là, on utilise du DAPI qui colore les acides nucléiques pour vérifier que ces objets-là sont bien des bactéries, qu'il y a bien des acides nucléiques à l'intérieur, de l'ADN à l'intérieur. Donc avec ça, on va pouvoir, en utilisant un simple aimant, retenir les billes magnétiques et donc les bactéries, enlever le surnageant, rincer, etc. Les bactéries, là, sont toujours vivantes, donc on peut remettre ces billes magnétiques sur un milieu de culture, les remettre en culture, et les bactéries vont se diviser, et on va former des colonies. C'est une autre vue de la même chose, vous voyez les bactéries retenues sur les billes. Si vous prenez un mélange de Bacillus subtilis et d'Escherichia coli, cultivés dans nos conditions, donc 1 million plus 1 million, vous pouvez, avec les billes magnétiques, sortir 80 à 90% des Escherichia coli de ce mélange, une fois qu'ils ont incorporé le sucre et qu'ils ont été décorés par la biotine. Vous pouvez faire la même chose avec 1000 Escherichia coli dans 1 million de Bacillus subtilis et vous sortez là encore 80-85%. 100 Escherichia coli dans 1 million de Bacillus subtilis et vous sortez, bon, je ne pense pas que ça soit significativement différent, toujours dans les 90% d'Escherichia coli. 10 puissance 1, 10 Escherichia coli dans 1 million de Bacillus subtilis et vous sortez 9 de ces 10 Escherichia coli. Donc c'est des modèles, hein, mais on peut imaginer, à partir d'un mélange plus complexe, pouvoir sortir une bactérie cible. Et ensuite pouvoir la remettre en culture, pouvoir l'identifier, puisque là le KDO il marque a priori toutes les bactéries à gram négatif, donc ça ne permet pas d'identifier, mais on peut utiliser une autre technique, par exemple la PCR, pour identifier la bactérie. La PCR vous dira quelle bactérie vous avez, mais ne vous dira pas si elle était vivante. Notre approche dira qu'elle était vivante avant qu'on fasse la PCR. Voilà, donc on essaie d'aller un peu plus loin avec ces travaux. Très brièvement, on a commencé à essayer de faire de l'imagerie de super résolution. Vous savez que quand on fait de l'imagerie optique, photonique, on est limité par la diffraction. Et donc quand on regarde des objets qui sont de l'ordre du micron, on a du mal à voir des détails. Il y a des approches basées sur le fait de faire scintiller les fluorophores qui permettent de reconstituer des images beaucoup plus précises. Donc on appelle ça la super résolution ou la nanoscopie. Et on a commencé à travailler là-dessus avec une équipe spécialiste. Donc là, vous avez, c'est des manips qui datent de ce week-end. J'ai hésité à vous les montrer parce que ce n'est pas encore très joli, hein, mais bon, on espère pouvoir faire mieux. Ce n'est pas très joli parce qu'il y a beaucoup de bruit de fond. Donc là, on a quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore. Mais ici, il y a 3 Escherichia coli qu'on voit relativement mal. On peut, grâce à ces techniques, obtenir une résolution beaucoup plus précise sur le marquage et espérer aller jusqu'à la molécule unique, donc pouvoir compter les fluorophores à la surface de la bactérie. Ici, vous avez la même image reconstituée en 3D. Alors, c'est projeté en échelle de couleur, donc on ne s'y retrouve pas encore très bien, mais ici, on a en plus l'information de profondeur, et donc on peut reconstituer la bactérie en 3D. Avec chaque point fluorescent. Chaque point devrait être une molécule, ce n'est pas encore tout à fait clair ici, mais on tend vers ça. Chaque point devrait être la fluorescence d'une molécule. Bien sûr, la résolution là, c'est 10 nanomètres, ça sera plus qu'une molécule. Je ne sais pas combien de temps il me reste ou pas. 5 minutes ? Donc je vais vous parler d'un autre aspect qui est, encore une fois, l'idée d'aller un peu plus loin dans cette approche et d'essayer de détecter un pathogène de manière spécifique. Oui ? Il faudra me faire signe si jamais ça dépasse trop. On veut détecter un pathogène, donc l'idée, ça va être d'utiliser la même stratégie, mais je vous l'ai dit, le sucre qu'on a utilisé, le KDO, est peu spécifique. Il marque toutes les grammes moins, à l'exception du genre Shewanella. On peut vouloir aller plus loin, et là on va s'intéresser à un pathogène qui s'appelle Legionella pneumophila. L'épisode historique, c'est cette convention de la Légion américaine à Philadelphie en 1976, un grand hôtel qu'on appelle le Bellevue Stratford à Philadelphie. Donc tous les ans, la Légion américaine se réunit en convention. Cette année-là, c'était le bicentenaire de la déclaration d'indépendance, donc on a choisi Philadelphie, on a choisi ce grand hôtel. C'est essentiellement à l'époque des vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui sont là avec leurs familles, on a 10 000 personnes en tout, dans une ambiance plutôt festive. Dès le deuxième jour de la convention, un certain nombre de légionnaires ont commencé à tomber malades, difficultés respiratoires, fièvre, toux. La convention dure 3 jours. Au jour 7, donc
Il y a un premier décès à déplorer. Et en tout, donc 220 personnes ont été infectées, 34 personnes sont mortes de cet épisode épidémique d'une maladie alors inconnue, une maladie nouvelle donc, qu'on a appelée la maladie du légionnaire en référence à cet épisode. On n'avait aucune idée ou la légionellose, pardon. On n'avait aucune idée de ce que pouvait être l'agent responsable de cette épidémie. Donc une grande enquête a été lancée. Vous avez peut-être tous entendu parler du CDC, Center for Disease Control, basé à Atlanta. Les enquêteurs, les détectives sont venus à Philadelphie et essayer d'identifier l'agent pathogène. On était sûr que ce n'était pas une bactérie parce qu'on n'a jamais réussi à cultiver, on n'avait pas réussi à cultiver quoi que ce soit. Le jamais n'est pas approprié. Donc ce n'est pas une bactérie. On a supposé que ça pouvait être un virus. On craignait une résurgence d'une grippe, d'une épidémie de grippe type espagnole. On se dit c'est peut-être ça, c'était pas ça. On a craint une intoxication intentionnelle avec du nickel carbonyle, donc un acte terroriste. C'était pas ça. On a imaginé un nouveau virus, rien. Finalement, au bout de 6 mois, les scientifiques, toujours du CDC, ont réussi à cultiver une bactérie. Donc l'hypothèse initiale, ou la conviction initiale que ce n'était pas une bactérie, était infondée, mais il faut un milieu très particulier qui contient du charbon, c'est un bacille à division très lente, il faut 10 jours pour voir des colonies. Donc une nouvelle bactérie qu'on a appelée Legionella pneumophila, un nouveau genre, le genre Legionella. Depuis, un certain nombre d'épisodes ont pu être observés depuis qu'on connaît cette bactérie. En fait, on a pu même retracer certains épisodes plus anciens. À l'époque, on n'avait pas identifié la cause. Ça, c'est à l'ouverture de l'hôpital Georges Pompidou. Il y a eu un épisode infectieux, donc 12 personnes infectées, 6 personnes en étaient mortes. La bactérie, là, s'était développée dans le système de distribution d'eau chaude sanitaire. Dans les cas précédents, c'était dans des systèmes de climatisation. En gros, c'est une bactérie qui est dangereuse si elle est inhalée. Donc tout ce qui peut former des gouttelettes, tout système aqueux où elle peut se développer et qui peut former des gouttelettes qui sont potentiellement respirées, peut être source de dissémination. Vous avez peut-être entendu parler de cet épisode dans le nord de la France, Nord-Oxo, hiver 2003-2004. Le procès a eu lieu il y a 2-3 ans, il y a 2 ans, 2013-2014. Une usine pétrochimique dont une tour aéroréfrigérante avait diffusé la bactérie. L'usine a fermé. Le procès, je vous l'ai dit, a été assez retentissant. L'été dernier, dans le Bronx, donc à New York, pendant une bonne partie de l'été, il y a eu cet épisode. Il a fallu donc plusieurs semaines pour identifier le lieu d'où venait la bactérie, c'est cet hôtel. Là encore, une tour aéroréfrigérante d'un système de climatisation. Comme c'est une bactérie qui met longtemps, il faut plusieurs jours pour la cultiver, quand on commence à détecter une épidémie, il faut mener une enquête pour trouver la source. Mais on a toujours ce décalage qui est le temps de culture, qui fait qu'on est toujours en retard où il faut toujours un certain temps pour identifier l'origine. Dernier épisode dont je voulais parler, c'est la crise de l'eau à Flint. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Flint, c'était un des fleurons de l'industrie automobile aux États-Unis. Maintenant, c'est une ville en crise. Et en avril 2014, la municipalité a décidé d'arrêter d'acheter de l'eau à la ville de Détroit et de puiser dans la rivière qui passe localement, la Flint River, l'eau qui était réputé pollué. Et ça a posé un certain nombre de problèmes, des problèmes d'intoxication au plomb, parce que l'eau est très agressive et dissout le plomb des canalisations, ou entraîne le plomb des canalisations. Et puis, depuis avril 2014, il y a eu 87 cas d'infection à Legionella pneumophila, 10 décès. Le lien n'est pas complètement établi, mais probablement, il y a un certain nombre d'arguments qui laissent penser que c'est l'eau de la rivière qui apporte la maladie. Donc l'idée ici, c'est d'utiliser un sucre modifié dont on espère que maintenant il sera spécifiquement reconnu ou incorporé par Legionella pneumophila. Donc on revient, comme tout à l'heure, à la structure des lipopolysaccharides. Ça, c'est la même structure que tout à l'heure, mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est l'antigéno, c'est la partie dont je vous disais qu'elle était la plus variable d'une bactérie à une autre. Et si vous regardez cette fois-ci plus spécifiquement le lipopolysaccharide de Legionella pneumophila, vous voyez que son antigéno est un homopolymère d'une molécule qu'on appelle, ou d'un sucre qu'on appelle l'acide légionaminique. Le nom est lié à la bactérie. Donc c'est la répétition d'un certain nombre de copies de ce même monosaccharide qui est spécifique ou relativement spécifique de Legionella pneumophila. Donc on s'est demandé si on pouvait cibler ça. Et là, je vais vous parler que du sérogroupe 1, qui est le sérogroupe le plus pathogène chez Legionella pneumophila. On pourrait revenir sur les autres, mais là, le temps va être un peu court. Donc je vous parle que du sérogroupe 1. Si vous avez des questions, on pourra discuter des autres.
Donc sérogroupe 1, on a affaire à cette molécule qui est l'acide légionaminique. Comme je le disais, je passe sur les autres. Et on s'est demandé, on s'est demandé si on ne pouvait pas cibler la voie de biosynthèse de cet acide légionaminique. Elle a été décrite pour Legionella pneumophila. Donc l'acide légionaminique qui est ici est obtenu à partir d'un précurseur acide-carbone. L'acide légionaminique en a 9. Donc c'est à peu près le même type de réaction que ce que je vous montrais tout à l'heure. Une aldolase qui va rajouter du phosphoénol pyruvate pour passer de 6 à 9. Et cet acide légionaminique est ensuite activé sous forme de CMP légionaminique acide, donc le donneur d'acide légionaminique. C'est assez similaire à ce que je montrais pour le KDO. Donc on s'est demandé si on ne pouvait pas modifier l'acide légionaminique en introduisant un groupe azoture ici en bout de chaîne. Et puis, puisqu'il est biosynthétisé à partir de ce précurseur-là, on pouvait peut-être se contenter de modifier le précurseur et compter sur une étape enzymatique supplémentaire, une voie métabolique supplémentaire, pour transformer ce précurseur en acide légionaminique lui-même modifié. Donc on a synthétisé cette molécule, c'est de la chimie des sucres, il y a un certain nombre de manipulations de groupes protecteurs. On part d'une molécule commerciale qui est ce galactose peracétylé. On va introduire un motif de protection spécifique de certaines positions pour pouvoir faire réagir les autres, introduire des azotures qui vont devenir les groupes acétamido à terme. Et puis cette fonction OH primaire, on va la transformer en azoture pour obtenir cette molécule-là, qui est l'analogue du précurseur de l'acide légionaminique. Et on montre qu'avec cette molécule-là, on arrive à marquer différentes souches de Legionella pneumophila, sérogroupe 1. Ici, vous avez une souche, donc là c'est sans le sucre, là c'est avec le sucre. Ici, vous avez une souche historique, disons, obtenue à partir de l'une des victimes de l'épisode de Philadelphie. La souche Paris, c'est celle qui est endémique en Europe et qui était responsable de l'épisode à Georges Pompidou. Lens, c'est celle qui a été responsable de l'épisode dans le nord de la France à Noroxo, et ça c'est une quatrième souche. Les quatre ont été marqués par cette approche. Approche similaire à ce que je vous ai montré tout à l'heure, incorporation du sucre, clic pour introduire une biotine et reconnaissance de la biotine. Donc, je vous ai dit que je ne parlais pas des autres sérogroupes, mais chez les autres sérogroupes, il y a un épimère de l'acide légionaminique qu'on appelle l'acide 4-épilégionaminique. Et on a pensé qu'il pouvait être obtenu à partir du même précurseur, ce qui semble se vérifier, puisque notre molécule permet de marquer également les autres sérogroupes, à l'exception du sérogroupe 7, pour lequel il était décrit que là, on avait affaire à un autre stéréoisomère de cette molécule-là, de structure non encore identifiée. De manière peut-être tout aussi intéressante, ça permet de marquer les Legionella pneumophila et pas les autres espèces de Legionella. Donc c'était le premier exemple de spécificité d'espèce avec ce genre d'approche. Donc c'est un papier qui est sorti en 2014, qui a eu un petit peu d'impact, qui nous a conduit à obtenir le prix le prix de la recherche en 2015. Et donc un article a été publié dans le journal. Je vais sans doute m'arrêter. On développe de nouveaux outils. Ici, vous voyez donc des Legionella pneumophila marqués avec le KDO, avec le précurseur d'acide légionaminique que je vous montrais, avec un autre précurseur d'acide légionaminique qu'on a développé, qui maintenant est modifié sur les amines, ce qui potentiellement nous permet d'aller vers une plus grande variété de groupes réactifs, pas simplement l'azoture. Et ça a conduit à la création d'une start-up qui s'appelle Click4Tag, qui est localisée à Marseille, parce que mon collègue microbiologiste est marseillais. Voilà, je voulais parler de résistance aux antibiotiques, mais je ne vais pas le faire. On s'intéresse à détecter d'autres micro-organismes que les bactéries à gram négatif. Et on a des outils maintenant qui permettent de marquer les bactéries à gram positif. Je ne peux pas encore dévoiler les structures. On peut marquer les champignons, les fungi. Ici, vous avez Candida albicans. Celui-là, c'est pour les gens qui s'intéressent au camembert. Si vous voulez un camembert qui fluoresce, vous me dites. Et puis, on peut également marquer les parois de plantes. En 2 mots, les plantes ont emprunté aux bactéries la voie de biosynthèse du KDO pour l'incorporer dans un de leurs polysaccharides de paroi, polysaccharides pariétaux. Il y a un KDO ici, dans ce motif relativement complexe qui est répété. Ce KDO essentiel était très difficile à étudier. Et on arrive à marquer les plantes avec les cellules de plantes avec notre KDO modifié. Voilà, je veux remercier un certain nombre de personnes qui ont travaillé sur ces projets. Je n'ai pas le temps de vous donner tous les noms. Les microbiologistes, donc l'équipe de Sam Ducamp, sont maintenant dans la société Click4Tag. Et puis il me reste à vous remercier, à la fois pour l'invitation et pour votre attention.